Tête à tête entre Roch-Marc Christian Kaboré et Zéphirin Diabré, c'était ce matin au palais de Kosiam. Le chef de file de l'opposition est allé traduire ses préoccupations sur le processus d'élaboration de la nouvelle constitution, une concertation préalable aux travaux de la commission. Les propos de Zéphirin Diabré dans un instant. L'onde de choc en Europe et dans le monde après le Brexit, c'est une énorme surprise. Les Britanniques ont dit non à l'Europe à près de 52%. C'est la panique dans les places boursières. Beaucoup redoutent l'impact de ce Brexit sur l'économie mondiale. Que risque un pays comme le Burkina Faso? Réponse tout à l'heure avec notre invité Justin Damo-Barrow, ancien gouverneur par intérim de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Et puis on s'arrête dans ce journal sur la langue des Gans, le Kansa. C'est une ethnie minoritaire du sud-ouest du Burkina et leur dialecte est aujourd'hui menacé de disparition. Une équipe de linguistes s'est lancé le pari de sa préservation. Résultat de leurs travaux entamés depuis 20 ans, un dictionnaire du Kansa, explication à suivre. Le Burkina connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi. Les étalons se retrouvent dans le groupe D en compagnie des Lions du Sénégal, des Bafana d'Afrique du Sud et des Requins bleus du Cap-Vert. Alors, question, quelles sont les chances des étalons? Petit aperçu des forces en présence dans ce journal. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Toutes nos excuses pour cette voix quelque peu enrouée. Le chef de file de l'opposition politique chez le président du Faso, Zéphirin Diabré, est allé échanger avec le président du Faso sur des préoccupations relatives aux travaux de la commission chargée de proposer une nouvelle constitution, une concertation préalable dont le chef de file n'a pas révélé le détail. La presse sera informée en temps opportun, promet-il, le temps pour lui de rendre compte au préalable aux autres membres de l'opposition. Ces propos sont recueillis par Urbain Benito Somé et Fousseni Kindo. L'opposition a de tout temps affirmé et réaffirmé sa disponibilité pleine et entière à apporter donc sa contribution à cet exercice. Mais il était opportun que si certains aspects ou questions posaient à notre niveau problème, que l'on puisse avoir une consultation préalable avant que l'on puisse aller donc en avant. C'est donc ce qui s'est passé ce matin. Mais vous comprendrez qu'ayant été mandaté par mes pairs, et devant d'abord leur rendre compte, je ne puis pas ici et maintenant rentrer dans le détail des questions qui ont été soulevées. Nous trouverons au niveau de l'opposition, quand j'aurai fini dans mon compte rendu, de faire mon compte rendu auprès d'eux, une formule pour que donc la presse soit dûment informée. Et puis bientôt, une nouvelle filature dans l'ouest du Burkina avec la promesse d'au moins 1200 emplois. C'est le projet d'un groupe d'investisseurs turcs reçu ce matin à la présidence du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'est également entretenu avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Burkina en fin de mission. Compte rendu, Urbain Benito Somé et Fousseni Kindo. Une visite d'au revoir. C'est ainsi que l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Burkina Faso a qualifié lui-même sa visite au président du Faso. Arrivé dans le pays depuis août 2012, il est temps pour l'ambassadeur de rentrer. Et pour lui, sa contribution aura été de travailler à renforcer les liens de coopération politique et économique entre le Burkina Faso et son pays. Les échanges commerciaux sont au beau fixe. Et nous sommes en interaction avec le Conseil présidentiel sur les investissements. Le plan de développement économique et social du président du Faso, nous pensons que nous pourrons travailler à attirer des investisseurs sud-africains. À la suite de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Burkina, le président du Faso a échangé avec des investisseurs turcs. Ces hommes d'affaires comptent installer une usine de filature dans la région de Bobo-Dioulasso les mois à venir. Une usine qui emploiera plus de 1200 personnes. Disons dans une période de 5 ans, ce sera simplement la transformation disons, du coton en fil et plus tard de fil en tissu. La troisième étape consistera à confectionner, c'est-à-dire à transformer ces tissus en vêtements. Aussi, c'est une usine qui va produire sa propre énergie dans les panneaux solaires. Cette énergie solaire, l'usine turque compte aussi la revendre à la Sonabel qui l'injectera dans son réseau.
L'onde de choc en Europe et dans le monde après le Brexit, c'est une énorme surprise. Les Britanniques ont dit non à l'Europe à près de 52%, taux de participation au référendum, plus de 70%. Première conséquence immédiate, la démission du Premier ministre David Cameron. Politique de la victoire du Brexit au Royaume-Uni, le Premier ministre conservateur David Cameron, qui a annoncé son départ du 10 Downing Street dans les 3 mois. J'ai mené bataille pendant cette campagne de la seule manière que je sache faire, en disant directement et passionnément ce que je pense et ce que je ressens dans ma tête, dans mon cœur et dans mon âme. Je n'ai rien gardé pour moi. J'ai été totalement clair sur ma conviction que la Grande-Bretagne est plus forte, plus sûre et en meilleures conditions dans l'Union européenne. Et j'ai dit clairement que le référendum portait sur cette question et seulement à elle, et non sur l'avenir de tel ou tel homme politique, quel qu'il soit, moi y compris. Mais le peuple britannique a choisi clairement de prendre un autre chemin. Je pense que le pays a besoin d'un nouveau pouvoir pour aller dans cette direction. Je ferai tout ce que je peux comme Premier ministre pour tenir bon la barre dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais je ne pense pas qu'il soit juste que je reste le capitaine pour mener le pays dans cette direction. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, mais je pense que c'est dans l'intérêt du pays d'avoir une période de stabilité, puis le nouveau pouvoir qui est nécessaire. Il n'y a pas besoin d'un emploi du temps précis aujourd'hui, mais selon moi, nous devrions nous fixer comme objectif d'avoir un nouveau Premier ministre à partir du début de la conférence du Parti conservateur en octobre. David Cameron, qui avait voulu ce référendum après avoir mené des négociations serrées avec Bruxelles afin d'obtenir un statut spécial dans l'UE, s'est déclaré fier du travail accompli pendant ces 6 années au pouvoir. Voilà, mais l'effet le plus redouté de ce Brexit concerne l'économie et les finances. Dans les places boursières, c'est la panique. La livre sterling a chuté de près de 11% avant de se ressaisir. La Grande-Bretagne est la 5e puissance économique mondiale et beaucoup redoutent l'impact de ce Brexit sur l'économie mondiale. La panique à la bourse de Londres. Le choc du Brexit a été d'autant plus grand que les investisseurs avaient misé toute la semaine sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Après son rebond des derniers jours, la livre sterling a décroché de 11%, touchant un plus bas en 30 ans contre le billet vert à 1,32 $. L'engagement de la Banque d'Angleterre d'injecter des liquidités si nécessaire lui a toutefois permis de réduire ses pertes de moitié. Idem pour le FTSE 100. Après avoir plongé de plus de 7% à l'ouverture, l'indice de référence londonien a abandonné 4,5% à la mi-séance. Grande perdante, les banques britanniques perdaient 1/5 de leur valeur. Et pour décrypter les effets de ce Brexit, nous recevons un spécialiste, comme annoncé, M. Justin Damon-Barrow, ancien gouverneur par intérim de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Bonsoir, M. Barrow. Bonsoir, M. Ouedraogo. Alors, on s'interroge, pourquoi tant de panique après ce Brexit décidé donc par les Britanniques? Merci beaucoup. Autant de panique parce que d'abord personne ne s'y attendait. On se disait c'était un effet à la limite de quelques nationalistes et que réellement le peuple n'allait pas suivre cette voie qui semble être absolument en contradiction avec l'évolution normale de l'histoire. Arrivé à ce stade, au niveau de la construction européenne, et assister à cela, effectivement, ça ressemble à un vrai tremblement de terre. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette panique, parce que réellement, personne ne s'attendait à cela. L'Europe des 28, désormais, il faudra parler de l'Europe des 27. Alors, que représente aujourd'hui la Grande-Bretagne pour l'économie mondiale? Alors, un pays très puissant, une puissance économique. Déjà, si on prend localement l'Europe, la Grande-Bretagne arrive pratiquement en 3e position. C'est un peu la typologie au niveau de la construction européenne. L'Allemagne en tête avec la France et puis la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, cet équilibre, parce qu'à 3, on forme un équilibre pratiquement sans problème, mais à 2, cet équilibre, il faut voir comment repartir le vide que laisse la Grande-Bretagne. Donc, à partir de là, nous avons
la troisième tête au niveau de l'Union européenne et au niveau mondial. Il faut reconnaître que la Grande-Bretagne vient autour de la 5e, peut-être 6e position au niveau de l'économie mondiale. Alors, c'est là important, c'est important et c'est qui traduit le fait que la plupart des citoyens de ce pays, la plupart des citoyens de l'Europe, ceux qui vivent en Grande-Bretagne et les citoyens britanniques qui vivent à l'extérieur, cette panique donc tout à fait s'explique parce qu'ils sont aujourd'hui devant des équations à plusieurs inconnues. Et puis Londres est une place forte de la bourse. Londres est une place, c'est vraiment une place forte de la bourse, c'est la place financière, c'est la livre financière par excellence. Et les banques européennes, les banques centrales européennes, s'étaient déjà organisées pour essayer de faire face à cela. Parce que cette panique généralisée, au niveau purement, j'allais dire, humain, a des traductions, j'allais dire, bancaires, boursières, financières. Et cela a été traduit. Les banques s'étaient donc organisées pour venir en aide à leurs banques sœurs d'Angleterre. Au cas où la ruée serait très forte, parce que tout le monde fuyant les places sterling, que les banques européennes puissent voler rapidement au secours de la banque d'Angleterre. Donc ça, c'était déjà organisé. Donc, et là, ce phénomène a créé naturellement au niveau de la place financière de la bourse, au niveau de Londres, ce phénomène a créé donc un défi, un départ massif, un délestage de l'ensemble donc des valeurs britanniques au profit donc d'autres valeurs où les investisseurs, les épargnants ont estimé devoir s'y réfugier. Et c'est ce qui explique cette chute drastique de la bourse. Alors, et la livre sterling à son plus bas depuis les années 1985. Depuis pratiquement 30 ans. Ouais. Alors on sait que ça peut sembler très éloigné de nous, Burkinabés, et d'une manière générale peut-être les pays africains. Est-ce qu'on a quelque chose à craindre, M. Barrow, pour finir? Bien sûr qu'on a quelque chose à craindre. Nous sommes... j'assistais là, il y a à peu près un peu plus d'une semaine, à un atelier sur le financement du développement au Burkina Faso. Et là-dedans, l'Union européenne occupe une place très importante, si ce n'est la première ou la deuxième place, dans les financements, dans les PTF, comme on les appelle, les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, parmi naturellement les multilatéraux. Alors, nous nous retrouvons avec une institution aussi importante pour le financement de l'aide extérieure au développement, l'aide public au développement, qu'est l'Union européenne, qui se retrouve affaiblie aujourd'hui d'un membre très important. C'est un affaiblissement. Et ce membre qui est parti est un membre très important et cela ne peut pas aider, cela ne peut pas nous aider. Parce que ceux qui nous aident, s'ils s'affaiblissent, il est normal que leur capacité d'aide également s'affaiblisse autant ou s'amenuise d'autant. Et cela a des répercussions, non sur les pays, et de façon plus ou moins directe, sur les pays du Commonwealth, mais également sur un certain nombre de pays africains hors Commonwealth qui bénéficiaient très sérieusement d'une certaine concentration de l'aide britannique. Merci M. Barrow pour toutes ces explications. Merci pour votre disponibilité. Merci. Voilà un rappel, mesdames et messieurs. L'invité de ce journal était M. Justin Damon Barrow, ancien gouverneur par intérim de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il est venu décrypter donc le Brexit britannique et ses conséquences sur des pays comme le Burkina Faso. Suite de ce journal, la question de l'insécurité au centre d'une rencontre d'échange initiée par le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le phénomène sont autour de la table. Présence remarquée des représentants des groupes d'autodéfense Kogolwego, dont les pratiques ne sont pas toujours en phase avec les droits de l'homme. L'objectif, c'est d'explorer les pistes pour un recul de l'insécurité. Moussa Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Attaques terroristes, grand banditisme,
atteinte à la sûreté et à l'intégrité physique des personnes, création de groupes d'autodéfense. La situation sécuritaire au Burkina Faso préoccupe le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. En réunissant autour d'une même table les acteurs impliqués ou intéressés par la question de la lutte contre l'insécurité, ils envisagent faire l'état des lieux et identifier les actions à mettre en œuvre pour une meilleure protection des personnes et de leurs biens. Cet atelier, c'est une plateforme d'échange qui va permettre aux uns et aux autres de mieux situer leurs actions et surtout d'œuvrer à faire en sorte que sur l'ensemble du territoire national, nous puissions mettre ensemble nos efforts pour que la situation sécuritaire au niveau du Burkina Faso puisse connaître un recul. Pour l'occasion, les groupes d'autodéfense Korlwego ont été invités à s'exprimer sur le thème « Korlwego, qui sommes-nous » Les Korlwego sont des personnes responsables. Ils ont des objectifs à atteindre. Ils ont des pratiques qui ne sont pas toujours conformes aux principes prescrits en matière de respect des droits humains. Nous allons donc échanger sur l'ensemble de ces questions, leur donner la parole et voir dans quelle mesure ils pourraient corriger certaines de leurs pratiques. Je pense que Korlwego c'est très bon et nous on va écouter des membres de l'EFC pour voir comment leurs réactions aussi. Les échanges portent également sur les causes du développement de l'insécurité au Burkina Faso, la lutte contre le phénomène et le respect des droits humains, ainsi que les synergies d'action à développer entre tous les acteurs pour la sécurité des personnes et des biens. Autre enjeu de sécurité beaucoup plus spécifique, celle des sites miniers du Burkina. L'heure est à l'élaboration d'un plan adapté aux risques et aux menaces pour garantir la quiétude des exploitations minières. Les échanges se mènent sous la houlette de l'Office national de sécurisation des sites miniers. Jean-Eudes Bayala et Yarkiteda. Dans un contexte d'insécurité qu'a connu le Burkina, de par les récentes attaques terroristes, en particulier dans les zones minières, la sécurisation du secteur paraît importante. C'est pourquoi nous avons voulu anticiper à travers une structure qui a été créée pour cet effet qui s'appelle l'ONASIM, l'Office national de sécurisation des sites miniers, voir ensemble avec tous ceux qui interviennent au niveau de ces sites miniers, comment nous pouvons, à travers un plan que nous allons tous valider, appuyer cette structure pour qu'elle ait les attributs nécessaires pour sécuriser non seulement les investissements, mais les personnes, les expatriés, les nationaux qui travaillent sur ces sites miniers. L'orpaillage a fait partie des questions à examiner, mais pour l'instant, il ne sera pas pris en compte par le présent plan de sécurisation. Un plan qui bénéficie du soutien de la France, malgré que ces pays n'exploitent pas de mines au Burkina. Pour l'ambassadeur, l'enjeu sécuritaire justifie le soutien de son pays. C'est très important pour l'avenir du pays que le secteur minier, les populations qui sont autour des sites et puis aussi les investisseurs soient pleinement rassurés. Le secteur emploie plus de 6 000 personnes et au titre de l'année 2015 par exemple, il a apporté au budget de l'État burkinabé plus de 160 milliards de francs CFA. Il faut également sécuriser les exploitations familiales face aux menaces de tout genre. Et là, on parle agriculture. Elle constitue la base de la production agricole du Burkina. Le sujet est au cœur de la deuxième session du programme national du secteur rural. Issa Kafando et Ramatou Zida. Cette session constitue un cadre de dialogue entre les acteurs de la recherche, de la société civile et aussi des politiques qui vont se pencher sur les questions essentielles du monde rural. Plusieurs échanges seront menés au cours de cette session placée sous le thème « Défis actuels pour sécuriser les petites exploitations familiales face aux changements globaux ». C'est de poser la problématique, faire une analyse des préoccupations et des questions qui se posent en termes de sécurisation foncière, surtout en ce qui concerne les petites exploitations, et d'envisager les solutions possibles et permettre aux décideurs, bien sûr, d'envisager les solutions appropriées afin que nous puissions atteindre, bien sûr, la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ce cadre de concertation est le deuxième du genre du groupe thématique 3, développement durable et sécurisation foncière du programme national du secteur rural PNSR. Et les points qui seront abordés viendront consolider les thèmes des deux précédentes journées nationales du paysan.
Les mesures de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, un mois après leur généralisation, constat à Fadangourma dans l'est du Burkina. Si la mesure est bien effective, il y a tout de même un bémol, les ruptures de produits pharmaceutiques. Nestor Youkbaré et Mahamadi Ouedraogo. L'accès gratuit aux soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes est une réalité ici au centre hospitalier régional de Fadangourma. Ma femme, elle est enceinte, on nous a évacués ici à Fada, ici aussi à CR ici. Ça vaut 3 jours de cela. Depuis qu'on est venu, en tout cas, on n'a pas payé médicaments ici. Non. Les soins, c'est vraiment gratuit. Voilà. L'enfant est malnutri, donc nous avions commencé par ACF de Diapara, précisément de Madara, qui nous a référé à Diapara. De Diapara aussi, on n'a rien payé. Il y a eu même l'ambulance qui nous a évacués, tout est pris en charge par ACF, voilà, de Diapara. Donc nous sommes arrivés à Fada, tout est pris en charge, on n'a rien payé jusqu'à présent. Selon les autorités sanitaires, cette gratuité des soins et des médicaments est appliquée dans tous les centres de santé publics et conventionnels de la région de l'Est. Elle concerne les maladies courantes, l'accouchement et les examens complémentaires. Toute femme enceinte qui vient est en tout cas prise en compte par la gratuité. Ensuite, même si elle accouche jusqu'à 42 jours, elle fait partie de la gratuité. Le dépistage des lésions précancéreuses, que ce soit du col, de l'utérus ou des seins, aussi fait partie. Tout enfant qui arrive avec une pathologie, en tout cas, est pris en charge gratuitement pour vraiment les enfants de moins de 5 ans. On fait effectivement aussi le tri des urgences chirurgicales et que nous essayons donc d'orienter vers la chirurgie qui soit également pris en compte dans cette gratuité. Une mesure gouvernementale qui suscite beaucoup d'espoir au sein des populations. Ça sauve beaucoup de gens. Il y a effectivement des personnes qui étaient malades, qui voulaient vraiment se rendre dans un soin de santé, mais n'ayant pas l'argent, ça pose problème. Tout se déroule très bien. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement pour cette mesure prise. Et nous demandons que cela puisse continuer. Le manque de certains produits dans divers dépôts pharmaceutiques des centres sanitaires constitue actuellement la difficulté majeure de cette mesure gouvernementale qui vise à accélérer la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. Une situation qui oblige parfois des patients à payer eux-mêmes les produits dans des pharmacies externes. La journée internationale de lutte contre la drogue, c'est dans 2 jours, le 26 juin précisément. En prélude à l'événement, les acteurs de la lutte annoncent les couleurs. Cette année, l'attention est portée sur la drogue en milieu scolaire. Les élèves sont de plus en plus nombreux à succomber à la tentation. Adama Guiti, Maïmouna Ouedraogo. Non à la drogue à l'école. Le nombre d'élèves et d'étudiants interpellés pour faire de drogue s'accroît. Les chiffres donnés par le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue situent sur l'ampleur du phénomène. Au cours du premier trimestre 2016, 63 élèves, 13 étudiants ont été interpellés pour faire de drogue par 2 services de détection et de répression. Sur 30 enseignants, 24 déclarent que la drogue est une réalité. 6 sont réservés. Sur 30 élèves et étudiants, 28 déclarent que la drogue est une réalité en milieu scolaire. 2 ignorent. La commémoration de la 27e journée internationale de lutte contre la drogue interpelle la jeunesse sur les conséquences de cette substance nocive. Pour gagner le pari de la prévention, les parents d'élèves et les éducateurs sont invités à jouer leur rôle. Cette célébration prévoit des émissions radiophoniques et télévisuelles, des séances de sensibilisation et une cérémonie d'incinération à Ouagadougou des drogues saisies au cours de l'année 2016. D'autres activités se dérouleront également dans les régions de l'Est, du centre-ouest et dans les hauts-bassins. Allons à présent à la découverte du peuple Gan. Je vous le disais, c'est une ethnie minoritaire du sud-ouest du Burkina dont la langue, le Kansa, est aujourd'hui menacée de disparition. Une équipe de linguistes s'est lancée le pari de sa préservation.
Résultat de leurs travaux entamés depuis 20 ans, un dictionnaire du Kansa et des traductions d'ouvrages. Madou Ouedraogo, Aboubakar Traoré. Un échantillon d'ouvrages en langue Kansa dans le centre Alpha de Obiré. Des écrits qui sont le fruit de la passion d'un linguiste américain pour la culture des Gans, un peuple minoritaire du sud-ouest du Burkina. Quand nous sommes venus en 87, on a fait un petit voyage ici dans le pays, pour le pays Gans, pour voir un peu la situation. Et on a vu un peuple très traditionnel, très reculé, et qui était quand même très intéressant. Et que la langue était toujours bien parlée dans la société. Et on s'est dit, bon, voici un petit peuple de petit nombre dont la langue est toujours bien respectée. Faisons quelque chose ici pour les aider à s'adapter à l'avenir et à la modernité, mais en même temps ayant les outils nécessaires pour garder la langue. Plus d'une vingtaine d'années après, l'équipe constituée des nationaux et des linguistes de la Société internationale de linguistique va mettre à la disposition des Kamba un dictionnaire de 12 000 mots, l'évangile traduit en Kansa et bien d'autres ouvrages. C'est une première édition, c'est de plus que 200 pages. Et il y a d'autres éditions qui sont déjà en marche. Le travail qui a pris la plupart de notre temps entre 1999 et cette année, c'est la publication du Nouveau Testament en Kansa. Et donc, on a travaillé avec l'équipe et puis les gens de l'église ici et les autres églises du pays Gans pour mettre ça en écrit. Un travail salué par le premier garant de la langue Kansa au Burkina Faso. Et je remercie beaucoup M. Showalter. C'est grâce à lui aujourd'hui nous pouvons écrire en langue Kansa, écrire et lire en langue Kansa. En tout cas, je remercie beaucoup ses collaborateurs aussi. Ils ont beaucoup aidé à l'alphabétisation. En 2011, les Gans du Burkina Faso étaient estimés à 60 000 âmes et vivaient dans les localités de Djigouin et de Loropéni. Hors football, à présent, le Burkina connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi. Les étalons se retrouvent dans le groupe D en compagnie des Lions du Sénégal, des Bafana d'Afrique du Sud et des Requins bleus du Cap-Vert. Quelles sont les chances des étalons? Petit aperçu des forces en présence, Jérôme Tiendrebeo. Pour être au concert des nations de football Russie 2018, les étalons devront se donner les moyens de sortir en tête de la poule D, où ils auront affaire aux Lions de la Teranga, aux Bafana d'Afrique du Sud et aux Requins bleus du Cap-Vert. La tâche s'annonce difficile au regard d'abord du classement CAF qui donne le Burkina 17e nation africaine, derrière l'Afrique du Sud 15e, le Cap-Vert 7e et le Sénégal 4e. Aussi d'ici à début octobre 2016, date d'entame des matchs de poule, les étalons ont un rendez-vous important avec le Botswana à Ouagadougou en début septembre. Le Sénégal, déjà qualifié pour la CAN 2017, jouera pour ainsi dire sur un tableau, tout comme l'Afrique du Sud, déjà éliminé de la course au Gabon. Paulo Duarte et ses garçons devront enfin trouver une solution à l'équation d'invincibilité que leur posent les Requins bleus capverdiens. Il s'agira pour les étalons de déjouer les pronostics pour réussir ce qu'ils avaient raté d'un chevet en 2013, décrocher une première qualification pour une phase finale de Coupe du Monde de football. Et la bataille commence contre les Bafana d'Afrique du Sud au stade du 4 août, le premier week-end d'octobre 2017. Voilà, impossible n'est pas étalon. La revue de presse des quotidiens. Pour finir, en ce dernier jour de parution de la semaine, les journaux reviennent sur les performances des sociétés d'État, mais aussi sur l'interdiction des taxis qui roulent au gaz. Abdoul Rasmane Zongo. 24e âge des sociétés d'État, l'ouverture des travaux mentionne les éditions Le Pays, indique un déficit de plus de 19 milliards de francs CFA en 2015 contre 11 milliards de francs CFA en 2014. 21 entreprises sont soumises à la présentation de leur état financier. Toujours dans la page santé des sociétés d'État en 2015,
Le quotidien d'État citoyen souligne 8 déficitaires et 13 bénéficiaires, dont la Sonabi, qui, selon l'Express du Faso, détient la palme de meilleur contributeur au budget national, d'où le titre « La bouffée d'oxygène de la Sonabi » selon le quotidien bobelais. Aujourd'hui, le Faso catégorise ces sociétés en 8 grabataires contre 13 bien portantes. Les taxis qui utilisent le gaz doivent se mettre en règle sous peine d'interdiction de circuler. Cette annonce ferme du ministre des Transports Souleymane Soulaman est relative à l'insécurité routière, à la limitation des accidents et s'est alliée dans les éditions Le Pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Passez un bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.